Je suis au Théâtre des Variétés et je joue toute la famille que j'aime et c'est un bonheur. Ma vie, c'est ce moment magnifique où je sais que je vais rentrer sur scène et à ce moment magique où je me dis mais quelle chance j'ai de rentrer sur scène encore une fois, quelle chance j'ai de faire ce métier, quelle chance j'ai d'être dans cette loge où il y avait Pierre Brasseur, où il y avait Belmondo qui sont là. Vous pouvez pas savoir comme j'aime ce métier. Je trouverai jamais les mots pour dire à quel point j'aime ça. On est un duo. On est un duo, Lilywood and the Prick. C'est notre 5e album quand même, hein. C'est fou. On est un peu un monstre à deux têtes. Ce nouvel album s'appelle Christina. Christina, c'est un petit peu la créature qu'on serait, Benjamin et moi, si on fusionnait et qu'on devenait une seule personne. Dans cette émission, un duo de retour. Lilywood and the Prick nous présente son dernier album, un coup de cœur, à la Galerie de l'Instant, avec des clichés inédits de Brigitte Bardot. Mais tout de suite, j'espère que vous avez envie de rire, parce qu'on va retrouver Michel Boujna à l'affiche du Théâtre des Variétés. Bonjour, c'est tellement bouleversant de vous voir. J'attendais ça tout. Il faut que je vous embrasse, vous m'en voulez pas. Non, je vous en veux Est-ce pas. que j'ai le droit de Vous vous avez faire le droit. une bise, voilà. Moi, je suis ravie de vous retrouver, parce que vous êtes C'est gentil. un habitué du Palais des Arts. Oui, oui, absolument. Donc, au Théâtre des Variétés, qui est Oui. un théâtre où vous avez déjà joué, vous avez déjà foulé cette scène. Ouais. C'est un théâtre populaire au sens noble du terme. Absolument. Qu'est-ce qui vous plaît le plus ici? 1807. Vous vous rendez compte? Ce théâtre, il a été fait, construit en 1807. Vous vous rendez compte tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a entendu, tout ce qui se promène dans les couloirs, dans l'histoire de ce théâtre. Pour moi, c'est un des plus beaux théâtres de Paris. J'ai calculé l'endroit où j'ai passé le plus de temps dans ma vie, Oui. c'est un théâtre. C'est magique, quoi. C'est sublime. Je me sens, oui, chez moi. Donc là, on est vraiment dans le ventre du théâtre. Oui, on est dans l'endroit caché. On est dans l'endroit où on peut passer de la vie réelle à la fiction. Parce qu'à partir du moment où on en sera au bout de son couloir, on rentre déjà dans le spectacle et dans l'imaginaire du spectacle. Toute la famille que j'aime. C'est l'histoire de ma famille, en fait. Et je crois qu'on est une famille un peu spéciale. Là, c'est mon père, papa. Il a réussi. Il collectionne pas que les guitares, hein. Mais s'il y a vraiment un truc qu'il assume, c'est sa passion pour Johnny. On va dans la loge. Dans ma loge pour l'instant, mais c'est pas ma loge, c'est la loge de tellement d'acteurs et de moments. Je passe devant. Michel, dans la pièce Toute la famille que j'aime, vous êtes ce fan de Johnny qui a 2 enfants. Il les a appelés Laura et David. Et ces enfants sont juste abominables, odieux avec lui. Pourquoi? Ben parce qu'ils sont sûrs qu'il va les déshériter. Ils sont fous. Mais lui aussi, il est pas clair, hein. Mais ça, on le découvre à la fin de la pièce. C'est un truc sur le meurtre du père, au fond. Et c'est déposséder son père. Parce qu'ils sont sûrs que lui va les déshériter. Donc, Pourquoi Pourquoi est-ce qu'ils ont cette conviction? à cause de Johnny. À cause du mythe de Johnny. Moi, j'ai toujours pensé que Johnny n'avait pas déshérité ses enfants. Moi, j'aime tellement Johnny Hallyday que c'est un truc que ça me... Voilà. Et puis, je trouve que, au fond, j'ai trouvé toujours cette histoire étrange et puis trop publique, quoi. Mais c'est le prétexte. C'est le prétexte pour parler de la famille et des rapports à la fois... À un moment donné, il leur dit on est méchant, on est calculateur, on est manipulateur, mais ça ne nous empêche pas de nous aimer. Quand j'en parle comme ça, je parle des déchirures qu'il y a dans cette pièce, et pourtant, c'est tellement drôle. Les gens rient tellement. Et bon, c'est vrai qu'ils montent une combine, les enfants, c'est des monstres. Hein. Oui, c'est des monstres. Ouais. Bah oui, mais on fait jamais rire sur des choses légères, au fond. C'est une pièce qui parle d'héritage, vous l'avez dit, de cette angoisse d'être dépossédé. Mais qu'est-ce qui vous a séduit, vous, dans cette idée et dans ce texte? Bah, déjà, sortir de mon univers à moi, personnel, jouer avec d'autres, et puis faire rire. Ça m'a fait rire.
Et ça me fait rire tous les soirs. Je m'amuse comme un fou. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde et toutes les blessures qu'on ressent et qui nous font mal, j'avais besoin de m'échapper. Et hier soir, en regardant la pièce, je me suis quand même demandé si vous n'aviez pas un petit problème avec l'argent. Parce que dans ce théâtre, vous avez déjà enfilé le costume d'Harpagon dans la Var de Molière. Là, vous êtes ce père dont les enfants soupçonnent qu'il peut potentiellement les déshériter. Est-ce que vous êtes radin, Michel Bougenat? Mais non, mais... On se pose la question. Mais en fait, le nombre de pièces où l'argent est un enjeu formidable dans les rapports familiaux, c'est incroyable. Non, je suis pas radin, mais non, pas du tout. Non. J'aimerais bien. Par moments, je vous jure que j'aimerais bien être radin un petit peu. C'est toujours intéressant de travailler sur le travers des gens. Et l'avarice est un travers formidable. Est-ce que vous, l'argent et le succès, ce truc qui arrive avant l'argent, vous ont changé? Au début, quand j'ai commencé à avoir du succès au théâtre, non. Il y avait quelque chose de simple, de fluide. Mais à partir de 3 hommes un couffin, c'est sûr que c'était tellement énorme. Le succès était tellement fort. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, tu vois, c'est un couffin avec un bébé dedans et une lettre dessus. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? Et j'ai eu 6 mois... Avec un melon comme ça? Oh là, mon Dieu. J'ai eu honte. J'ai eu honte, c'était horrible. C'était horrible, parce qu'au bout de 6 mois, Dégonflé. Ouais, ah bah oui, je me suis regardé, j'ai dit, mais c'est pas possible, je suis en train de devenir fou, quoi. J'étais devenu fou. C'est très déséquilibrant, vous savez. Et puis c'est le regard des autres qui change. Ça vous fait changer. Parce que tout d'un coup, on vous regarde pas pareil. Elle a peut-être faim? Déjà? Bon, c'est une pièce, évidemment, c'est une comédie. Je sais que vous n'avez jamais imaginé faire ce métier sans faire rire, mais alors, un grand rôle tragique, non, c'est pas une option. Il y a plus beau que le rire. Est-ce qu'il y a plus beau? Vous savez, quand vous voyez quelqu'un rire, ce que vous voyez sur son visage, c'est ce qu'il était quand il était petit. Le rire, c'est de l'enfance qui remonte au visage, tout le temps. Combien de fois j'ai vu des mecs avec une cravate, un peu... À Marseille, on dit cousu du cul, comme ça, ou assis sur un clou. Vous savez, et puis, quand j'arrive à les attraper et que je vois ce sourire arriver, ça devient des gamins. Ça devient des enfants. Et c'est bouleversant. C'est la plus belle chose du monde pour moi. Si on regarde dans le rétroviseur du one-man show au théâtre, du cinéma à la mise en scène, quel est le moteur qui vous fait vous lever tous les matins et le carburant pour le faire fonctionner? Ce que je vais faire. Jamais ce que j'ai fait. Et je m'intéresse qu'aux rêves que j'ai devant. Là, maintenant, quand on parle, c'est la représentation de tout à l'heure. Il faut que je sois à la hauteur de ce rêve-là. Et après, je vais penser à ce que je suis en train d'écrire. Je pense à devant, c'est ça qui me fait vivre. Ce que j'aime, c'est demain. On part à présent à la rencontre d'un duo. Depuis ses débuts, Lilywood and the Prick navigue entre électro, folk et pop sans jamais renoncer à une écriture libre, instinctive et profondément ancrée dans l'époque. Nelly Hadida et Benjamin Coteau nous présentent leur nouvel album, Christina. Hello! Hello. Salut. Ravi de vous rencontrer pour parler de ce nouvel album, Christina. C'est un album que vous avez conçu, non pas comme une succession de titres, mais comme un tout. Il y a ce côté conceptuel, et puis dans le son, il y a un côté sombre, une sorte de malaise. Vous aviez envie de vous mettre en danger, peut-être d'explorer des choses que vous n'aviez pas explorées jusqu'alors? Je pense que l'album reflète vraiment ça, une ouverture d'esprit qu'on n'a pas forcément eue par le passé, parce qu'on était peut-être trop jeunes. Oui, et puis je pense que on avait fait un peu peut-être le tour de ce qu'on pouvait faire à deux, même si on a encore plein de choses à faire ensemble. Et je crois que c'était un peu le moment aussi de s'ouvrir à d'autres artistes, à des collaborations. Et ça aussi, pour le coup, je pense que c'est aussi dans l'air du temps de travailler à plusieurs. Et ça nous a fait vachement de bien. On est très contents d'avoir fait. Bon, je suis curieuse, quels sont vos territoires respectifs?
Bon, la plupart du temps, Benjamin a écrit une grille musicale et propose quelque chose sur laquelle je vais poser une mélodie, un texte. Après, c'est vraiment le fruit d'une conversation à deux. Même sur les premiers accords, déjà, parfois, il y a des accords qui vont pas l'intéresser ou plus la déranger ou moins être moins à l'aise avec. On n'est jamais forcément à la place de l'autre, on n'écoute pas les choses de la même façon. Et après, on fait que de composer ensemble et d'ajouter, d'ajouter, d'ajouter. Bon, bah, j'imagine qu'il vous arrive de ne pas être d'accord. Ça se passe comment dans ces cas-là? Porte se claque. Les portes se claquent de temps en temps. Mais oui, mais forcément. Après, je pense que sur 11 chansons, il y a peut-être eu une porte claquée quelque part. C'est pas grand-chose. C'est sur laquelle? Sur 3 ans. Sur 3 ans. Ah bah sur une chanson qui n'est pas sur l'album. Ah oui, donc Elle a gagné. dehors. Non, mais après, c'est encore une fois, on est deux, donc on a deux sensibilités différentes. Et même si on a beau être d'accord sur beaucoup de choses et avoir des goûts très similaires et des concordances, il y a des zones de débat et parfois de conflit. Et c'est normal, on reste deux personnes. Je pense que on a tous les deux l'intelligence de pas imposer à l'autre des choses quand on sent que ça passe vraiment pas, quoi. Vous avez connu le succès très tôt, très fort, avec ce titre planétaire, Prayer in Sea. C'est un remix, c'est un DJ qui s'en est emparé, c'est un titre qui existait déjà depuis 3 ans. À l'époque, est-ce que vous étiez préparé à un tel succès ou est-ce que vous avez été dépassé? Sur le moment, vraiment, t'es en plein dedans. Donc tu réalises pas du tout. Enfin, tu te rends bien compte qu'il se passe des choses, mais donc, je sais pas si on l'a bien pris ou mal pris. Je crois que peut-être à un moment, toi, tu t'es posé des questions. Qu'est-ce que c'est? Ça nous enlève notre album qu'on était en train de sortir d'ailleurs. En fait, je pense que quand t'es un jeune artiste, t'es très attaché à ton bébé. Et peut-être par ego ou par insécurité, le fait que ça t'échappe, entre guillemets, ça peut être insécurisant. Je pense que ce qui nous définit aussi musicalement, c'est le côté bricolé, c'est le côté un petit peu expérimental quand même. Et il n'y avait pas tout ça dans ce remix, donc il fallait quand même s'y retrouver. Color on the canvas, just a woman in blue. Am I not over you? Am I not over you? À l'honneur cette semaine dans notre coup de cœur, Brigitte Bardot. Elle nous a quittés récemment, mais le mythe n'est pas prêt de disparaître. Icône absolue, femme multiple, clivante, elle a bouleversé les codes de la féminité. La Galerie de l'Instant rend hommage à la première Bardot, celle des années 50 à 70, libre, solaire, indomptable. Il y a un parti pris dans cette exposition, célébrer la Brigitte Bardot des débuts. Qu'est-ce que vous avez envie de montrer? On avait envie de montrer la Brigitte Bardot qui finalement peut-être va rester, qui est un symbole de liberté, d'indépendance, peut-être plus que le personnage qu'elle était vers la fin, dont je me sentais assez éloignée. Ce qui frappe dans ces images, c'est ce côté si naturel. Est-ce qu'elle était capable d'oublier complètement les projecteurs ou est-ce qu'elle était, à contrario, très consciente de son pouvoir devant l'appareil? Je crois qu'elle était très libre dans son attitude devant l'objectif. C'est-à-dire qu'il y a une liberté du corps qui n'est pas vue comme quelque chose de sale, d'obscène, comme ça pouvait être le cas encore à l'époque. Il faut se remettre dans le début des années 60, le choc que ça a été pour les générations plus âgées de découvrir la liberté de ce corps qui était vraiment, qu'elle symbolisait parfaitement. C'est vrai qu'elle a bouleversé tous les codes par son rapport, vous venez de le dire, au corps, mais aussi à la liberté, au désir. Est-ce que cette exposition raconte cette émancipation ? Oui, on voit bien sur de nombreuses photos, peut-être même une nonchalance. On a une photo d'elle, elle est avec Manitas de Plata, elle est assise, on voit bien qu'elle passe un bon moment, et la jupe est tellement courte qu'on voit ses sous-vêtements, et on voit bien qu'elle s'en fout complètement, et il y a beaucoup de naturel. Si on devait ne retenir qu'une seule chose, peut-être un sentiment, une émotion, un regard en sortant de la galerie, ce serait lequel ?
Moi, j'aime beaucoup une des photos vintage qu'on a où elle rit en cachant sa main derrière le poing. C'est peut-être les moments où elle est le plus naturelle avec un petit pull, un jean, les cheveux en bataille, que je la trouve la plus touchante. Merci beaucoup, Julia. Merci Valérie. On va évidemment se quitter en images et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt.